Bienvenue sur le plateau de Sportifs en boîte, nouvelle émission. Alors aujourd'hui on va parler, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Le Cercle des Poètes Disparus. Vous êtes en train de vous dire, mais pour qui, pourquoi, comment? Tout simplement parce qu'à un moment donné il y avait ça. Oh capitaine, mon capitaine! Des capitaines on va en avoir deux. Un qui a porté 56 fois le capitanat du 15 de France. L'autre, c'est un capitaine d'entreprise, en l'occurrence Ézéis, ALS. Ce que je vous propose tout de suite, pour savoir si le rôle du capitaine en rugby, c'est le même que celui dans l'entreprise, eh bien, c'est de pouvoir en parler avec ces deux personnes. Générique, Benjamin. Europass est heureux de vous présenter Sportifs en boîte. Oh capitaine, mon capitaine, dans la scène, ils se levaient tous. Vous savez quoi? Et si on leur lançait, vous et moi, ce défi-là d'ici la fin de l'émission, les deux de se lever le premier, je pense que vous l'aurez reconnu parce que 56 fois porté le brassard de capitaine, c'est 80 sélections, c'est 2 Coupes d'Europe, c'est 5 titres de champion de France, 2 avec Biarritz, 3 avec le Stade Toulousain. C'est une légende, s'il fait partie d'ailleurs de l'équipe type du côté de l'IRB, c'est monsieur Thierry Dussautoir. Bonsoir Jérôme. Là, le bonsoir, il se dit... Mais c'est pas possible. À chaque émission, on va faire un truc comme ça. Peut-être au capitaine, mon capitaine. Ouais. Bah, merci, merci effectivement. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un long parcours. Lui aussi, c'est un beau parcours. En tous les cas, il est toujours en cours, même si Thierry nous parlera aussi de sa reconversion. Mais lui, c'est terminé pour l'aspect rugby. En revanche, Benoît Crouzatier, le président notamment d'Ézéis et d'ALS, est avec nous. Benoît, bonsoir. Bonsoir Jérôme. D'ailleurs, Benoît, à ce sujet, rugby, passionné, parce que pas loin, originaire de Toulouse. Exactement, Ouais. Originaire de Toulouse, joueur de rugby à mon niveau, et sûrement pas au tien. Le poste Numéro 9, voilà. Ah, celui qui parlait dans la bouche du but de devant. Celui qui parlait aux avants, joueur au TUC, Toulouse Université Club. Alors, Toulouse. justement, ça nous amène parce que quand on est numéro 9, on n'est pas forcément le capitaine au sens représentatif par rapport à l'arbitre. En revanche, on est forcément le capitaine du 8 de devant, des gros, comme on les appelle. Et on dit souvent que ce poste-là nécessite de devoir leur parler dans la bouche. Le rôle du capitaine versus celui du capitaine d'entreprise. Alors, qu'on s'entende bien, capitaine d'entreprise, ça peut être directeur d'environnement de travail, directeur immobilier, directeur des achats, directeur logistique, vous aurez bien compris, c'est au sens large du terme que l'on va traiter ça. Messieurs, première thématique, quand on est capitaine au rugby, quand on est capitaine de l'entreprise, leadership et inspiration. Est-ce que, Benoît, le capitaine d'entreprise, encore une fois, quel que soit son niveau, CEO comme toi, ou à la tête d'un service, il se doit d'être inspirant tout le temps, mais ce n'est pas une machine. Et non, c'est pas une machine et il se doit être inspirant. Alors tout le temps, non, pas tout le temps, parce qu'il y a des moments qui sont absolument privilégiés, des moments, je veux dire entre guillemets de solitude, où on se retrouve avec soi-même. Mais il faut savoir que le reste du temps, on est quand même en représentation vis-à-vis de sa communauté, la communauté de l'entreprise, la communauté de tous les partenaires, qu'ils soient fournisseurs, sous-traitants ou clients. Et cette représentation, c'est un rôle qui se travaille. On le dit souvent, le leadership, il y a du leadership naturel, bien évidemment, mais le leadership, c'est aussi de la communication. Et cette communication se travaille pour avoir systématiquement, ou en tout cas dans la majeure partie des cas, une approche qui soit impactante vis-à-vis des collaborateurs, de la situation de l'entreprise, du message qu'on veut faire passer, etc., etc., etc. Voilà. Et ce qui d'ailleurs m'emmène par rapport à ça, là Benoît parlait du côté inspirant, mais il y a des moments où on ne peut pas tout le temps l'être. C'est pareil pour le leadership. Toi, quand tu étais capitaine au Stade Toulousain, quand tu étais capitaine avec l'équipe de France, tu ne peux pas tout le temps répondre à tout, même si c'est un peu le rôle que l'on t'attribue. Oui, effectivement, c'est beaucoup d'énergie. Alors nous, dans le milieu sportif, j'identifierais 3 types de leadership. Je dirais le leadership de terrain.
stratégiques. Tu parlais tout à l'heure du numéro 9, demi d'ouverture, capitaine de touche, qui vont réfléchir à la stratégie de jeu, le leader de vie. Celui qui a toujours la bonne blague dans les vestiaires et qui sait organiser les repas d'équipe, et on va dire le leader de combat, de terrain. Le capitaine, c'est leader plus manager, c'est celui qui a cette influence sur l'équipe, mais qui va accepter de gérer l'équipe. Ça, c'est encore autre chose. Ça demande pas mal d'énergie. Et ce que j'ai appris, c'est que moi, quand j'ai été nommé capitaine, j'avais mon idéal du capitaine que j'avais admiré, Fabien Pelouse, tout ce que je pouvais projeter sur Fabien Pelouse, et donc je me disais, on attend cela de moi. Donc je me suis mis pas mal de pression là-dessus, et c'est vrai que ça a été difficile parce que je voulais répondre à toutes les sollicitations, être parfait partout. Évidemment, j'ai un petit peu explosé en plein vol, et je me suis rendu compte qu'un bon leader savait aussi s'entourer et avait besoin de ses lieutenants. Attends, Thierry, ça m'intéresse. J'ai explosé en plein vol parce qu'après, je vais revenir là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a parlé en d'autres temps, 2011, Coupe du Monde, beaucoup de pression sur moi, parce que c'est vrai que lorsque l'équipe fonctionne, quels que soient les résultats de l'équipe, on regarde le coach, mais aussi le capitaine. Et moi, je prenais beaucoup de pression que j'essayais d'assumer. Et je ne m'appuyais pas forcément sur mes coéquipiers, qui étaient tout aussi légitimes que moi en termes de leadership. Et à partir du moment où je me suis ouvert à eux, je les intégrais un peu plus dans le projet. Tu as partagé cette pression, on va dire. Exactement, j'ai partagé les différents points. Il y a eu différents points de pression, n'était plus que sur ma tête, c'était sur plusieurs, mais surtout, moi, j'ai respiré et j'ai embarqué encore plus mes coéquipiers dans le projet collectif. On va garder cet exemple, Benoît, on va le transposer dans l'entreprise. C'est un peu la même chose pour... Alors, toi, tu es le président des EIS, d'ALS, par exemple, mais ton directeur logistique, par exemple, il peut à un moment donné prendre cette pression et il a forcément quelqu'un au-dessus de lui, en l'occurrence toi, il a aussi un COMEX. L'idée, c'est quoi? C'est de l'accompagner, ces directeurs-là, c'est aussi de les accompagner là-dessus, sur ce rôle de capitana. En fait, c'est exactement pareil. C'est pas un peu pareil, c'est exactement pareil. Tu as des entreprises, tu le sais aussi. Il faut être absolument bien entouré. En fait, si tu veux développer ta entreprise, il faut que tu aies des relais au sein de l'entreprise, que ces relais portent une partie du leadership, portent une partie de la responsabilité, portent une partie de l'autonomie. Sinon, ce qui s'appelle être dans le micromanagement. Alors, tu peux être dans le micromanagement, tu géreras une PME. Et c'est pas mauvais, mais c'est juste pas nous ce qu'on veut faire, voilà. Et donc chacun porte sa responsabilité. Pour porter une responsabilité, il faut avoir l'autonomie avec qui va bien. Et puis on est tous une équipe. Donc dans cette équipe, chacun a un rôle à jouer. Doit pouvoir s'exprimer. Bien sûr, personne n'étant parfait, il faut également que l'équipe soit bien soudée pour pouvoir se substituer aux défauts des uns et des autres. Et puis c'est vrai que c'est tout à fait vrai. En fait, il y a plusieurs leaders au sein d'une équipe comme d'une entreprise. Il y a celui qui va faire l'animation des réunions. Et pour autant, il est absolument essentiel parce que sinon, les réunions sont plus vivantes, tout le monde s'ennuie et il se passe absolument rien. Donc c'est le capitaine de vie du rugby. Voilà, il y a celui qui donne la vision, il y a celui qui sait fédérer, il y a celui qui sait communiquer, parler, réunir, etc., etc. Donc chacun vient avec ses différences qui font la richesse. Et alors, la richesse du propos me permet, moi, de basculer sur la deuxième thématique, justement sur la communication et la diplomatie. La communication, parce que ça, c'est important. Alors, là, Benoît, tu étais en train d'en parler, on va y revenir avec ça, sur cette différents profils de gens, mais on ne communique pas tous de la même manière. Toi, par exemple, tu étais un capitaine dans le vestiaire. Comment? Tu étais. Moi, je suis un de tes yeux, tu le sais. Je sais que dans l'allégorie du bus, comme l'on dit, tu n'étais pas forcément celui qui, sur la banquette arrière à 5 places, allait mettre le bazar. Pas l'animateur. En revanche, j'étais respecté parce que j'étais généreux sur le terrain, je trichais pas. Donc ça, c'est une valeur. Je pense aussi dans l'entreprise, mais aussi dans les sports de combat qui sont reconnus. Mais lorsque j'ai commencé à j'ai assumé le rôle du capitaine, je me suis rendu compte de la communication interne qui me pesait, mais surtout externe. Je reviendrai sur le premier point, mais sur le second point,
Étant donné que je n'avais pas forcément, même si ça ne me dérangeait pas, mais une affinité avec les journalistes et une envie de m'exprimer et de sortir à parler dès qu'on me tendait un micro, je me suis rendu compte que très rapidement, je devenais un point d'entrée, un point d'attaque, un point de faiblesse pour mon équipe. Donc il a fallu que je fasse des efforts de communication, le sourire, des fois j'en avais pas forcément envie, faire attention à mes prises de parole, donc apprendre à bien manier la langue de bois, parce que quand tu es capitaine, tu t'adresses aux journalistes, tu t'adresses au public, mais aussi tu t'adresses à tes coéquipiers que personne ne voit. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Le message, en fonction de qui on s'adresse, le message doit être différent. Donc ça, je l'ai appris aussi. Et il y a aussi la communication interne. Donc moi, je suis quelqu'un de très observateur. Donc toute la semaine, c'est pour ça que mes entraîneurs aimaient bien s'appuyer sur moi. J'observais, je prenais la température de l'équipe, je savais la recadrer. En revanche, lorsque le match venait, je laissais la part justement aux animateurs qui avaient besoin d'exprimer, les numéros 9, enfin naturellement, enfin pas faire de généralité, mais naturellement dans les équipes, les numéros 9, en donnant les consignes, le talonneur, les avants. Donc je laissais la place pour pouvoir motiver l'équipe et pour qu'on soit prêt. Donc moi aussi, ça me laissait le temps de me concentrer sur moi et de garder l'énergie aussi nécessaire pour accomplir ma tâche opérationnelle. En fait, utiliser les forces de chacun pour que les choses se passent du mieux possible. J'ai essayé, alors ça n'a pas été naturel, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je l'ai appris parce que ce qui se passe souvent dans les organisations, c'est que le leader, on attend qu'il maîtrise tout quelque part. Oui. Alors qu'il n'y a pas forcément de... Alors si, il y a les cours de management, mais en tout cas en rugby, quand on vous dit capitaine, voilà, un jour vous êtes simple soldat, le lendemain vous êtes capitaine, et puis on vous lance dans la mêlée. Et en fonction du match, tu apprendras. Tout en haut ou tout en bas. Quoi. Tu apprendras. Donc c'est l'expérience qui fait. Alors, justement, là on est sur le côté communication. Est-ce qu'il faut aussi de la diplomatie ? Parce qu'on ne peut pas être tout le temps... Il y a des méthodes de communication différentes, on est d'accord, mais il faut y mettre aussi de la diplomatie. Ouais, de la diplomatie, oui. Et bon, il faut faire attention à ses propos. Après, l'avantage qu'on a, nous, en entreprise, c'est que, en tout cas, moi, j'ai fait le choix, mais c'est mon choix perso, de ne pas manier la langue de bois. Voilà, mais jamais, et je le ferai jamais. Ça, c'est la ligne rouge que moi, je me suis imposée. La grosse différence avec un capitaine de rugby, c'est que peut-être je fais une erreur, mais j'ai quand même le sentiment que le capitaine de rugby, ses clients ne l'ont pas choisi. Si on considère que les téléspectateurs, les médias sont les clients, ils ne le choisissent pas. Moi, mes clients m'ont choisi. Donc à la limite, si ça ne leur va pas, ils ne me choisissent pas. Voilà, donc c'est peut-être de ce point de vue-là plus facile pour moi de ne pas accepter la langue de bois et quand quelque chose me déplaît, de le dire. Bon, moi, je ne suis pas un énervé de nature, je crois que tout le monde me connaît, je suis plutôt rond, même quand quelque chose m'irrite, même si quand quelque chose m'irrite, j'ai l'habitude quand même de le dire de façon assez sincère et franche. Mais j'essaie d'avoir quand même toujours cette sincérité. Et oui, après, en fonction des situations, en fonction de tout, faut faire preuve, je ne sais pas si c'est de la diplomatie, mais plutôt... de bienveillance, d'attention, puis ça reste un milieu professionnel. Enfin, il n'y a pas... bien sûr, on parle toujours avec émotion et passion, mais malgré tout, j'ai pas de vie en jeu, j'ai pas tout ça, donc... Oui. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Alors, en fait, là, non, mais si, parce qu'il y a deux éléments, et on va le prendre, on va le mettre sur la table. La diplomatie, par exemple, je vais le prendre sur le rugby. Quand tu es avec l'arbitre, tu es obligé, là, de mettre de la diplomatie dans ton propos. Même si tu sens... On va prendre la finale de la Coupe du Monde 2011, perdue par la France 8-7, en Nouvelle-Zélande, face à la Nouvelle-Zélande. Tu peux pas... Tu as peut-être envie de lui dire, monsieur l'arbitre, là, c'est pas possible, mais tu es obligé de mettre de la diplomatie, parce que tu sais que sinon, ça va s'empirer ou ça va se retourner contre toi, ou pas? J'ai souvent fait le reproche sur cette finale en me disant... alors pas les gens... Enfin, pas mes coéquipiers, mais... Et oui, mais pourquoi l'arbitre, tu ne l'as pas secoué, tu veux pas... Parce que c'est une fausse image en réalité, une fausse perception du rapport entre l'arbitre et le capitaine. C'est-à-dire que quand vous avez des joueurs qui ne font que crier sur l'arbitre, en réalité, il influence, mais pas dans le sens où tout le monde le pense. C'est-à-dire que c'est un jeu d'influence qu'il faut avoir
ce que vous ne voyez pas, c'est la relation dans les vestiaires, les gestes, les moments aussi, il faut lui parler, savoir s'adresser à lui. Donc, et puis aussi, encore une fois, c'est-à-dire que vous êtes opérationnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme l'entraîneur. Oui, il n'y a pas de prise de hauteur ou de recul. C'est-à-dire que vous avez des tours minutes avec des battements de cœur qui vous sortent. Les pulsations au maximum. Et quand vous êtes sur un match international, vous avez votre adversaire qui est sur sa langue natale. Donc vous devez trouver les mots clairs, rapides, mais ils doivent sortir tout de suite parce que votre adversaire a l'avantage du terrain. C'est-à-dire qu'il aura déjà exprimé et influencé l'arbitre que vous n'aurez même pas commencé à processer le mot. Donc c'est plein de choses qui font que le rapport à l'arbitre n'est pas aussi évident que cela. Et l'arbitre est dans les vestiaires avant match. Oui, parce qu'il y a un échange qui est fait. Il va au rugby, qui est un sport d'interprétation, où il y a beaucoup de points sur lesquels l'arbitre peut laisser passer, mais sur lesquels ils sont très pointilleux, donc ils vont les spécifier. Ils vont dire, moi j'ai étudié votre équipe et je pense par exemple sur la mêlée, il faut que vous fassiez attention parce que je serai pointilleux là-dessus. Et là, c'est le moment, c'est là où l'influence commence, le lobbying. Oui, mais ceux d'en face, vous avez vu que... Donc il faut réussir à créer ce lien avec l'arbitre, cette collaboration, parce qu'il ne fait pas partie de l'équipe, mais c'est un élément essentiel du jeu sur lequel on n'a pas de maîtrise en réalité, sur lequel on essaye d'en avoir, on essaie de l'influencer, mais on n'a pas de maîtrise réelle. Et justement, par rapport à ça, sur les directeurs que tu peux avoir, je disais tout à l'heure, directeur d'environnement de travail, directeur logistique, directeur immobilier, directeur généraux, directeur des achats, toute cette partie-là, eux, ils se retrouvent parfois face... On va dire l'arbitre, ça va être le client. Il se retrouve face à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir être dans ce jeu un peu d'influence et en même temps conserver ce que toi tu donnes comme cap. Donc l'arbitre, ça peut être le client et puis même sans client au sein d'une entreprise, parfois il peut y avoir pas des confrontations, mais en tout cas des points de vue qui ne sont pas alignés entre le cas le plus fréquent, c'est le commerce et les opérations. Oui. Les opérations qui expliquent que le commerce a toujours mal vendu et les commerciaux qui vont expliquer à leur DG que les opérations ne savent pas exploiter. Bon, voilà, ça peut arriver. Et donc, forcément, là, il faut remettre du cadre, du bon sens, pas ménager les susceptibilités des uns et des autres, mais en tout cas faire attention aux mots qu'on va utiliser parce que ça peut être extrêmement démotivant pour les uns et pour les autres. Voilà, Avec aussi comme ligne de mire, mais c'est la même chose pour le rugby, c'est pour l'entreprise, c'est ce qui reste, c'est l'institution, c'est-à-dire pour le bien de l'institution et pas pour son bien à soi personnel. Pour le rugby, ça va être pour l'équipe, qu'elle soit équipe de club ou équipe nationale. Oui, parce que nous, nativement, intrinsèquement, on travaille au début en silo, les avant, les trois quarts, on passe plus de la moitié de la semaine dans nos groupes, voilà, c'est des BU, et un jour on nous dit vous regroupez et on veut une performance et vous soyez le plus fluide possible. Et souvent, l'échange, c'est vrai que la communication entre les différents blocs, mais aussi comprendre ce que les difficultés. Par exemple, quand on va dire un trois quarts se plaint de ne pas avoir suffisamment de ballons, des fois, un petit stage avec les avants, sur un groupé pénétrant, se rendre compte de ce que ça induit physiquement, en termes de concentration, mais aussi physique, des fois, ça lui permet d'être un peu plus humble dans ses retours. Oui, c'est juste rendre compte que des impératifs des uns et des autres, ça permet d'être un peu moins... La temporalité peut ne pas être la même. Alors, tu sais que dans les entreprises, moi j'organise chaque année des vies ma vie où j'envoie les commerciaux à la compta à la DET, le DET aux achats, l'acheteur au commerce, etc. pour que chacun se rende compte en fait des difficultés que l'autre peut avoir. Bien sûr. Et d'ailleurs, au passage, on va afficher l'adresse du site internet d'Ezeis parce que dessus, il y a d'abord, au-delà de tout ce que peut proposer Ezeis, mais il y a aussi pas mal d'éléments de réponse par rapport à ça. Et d'ailleurs, il me semble que tu as créé aussi une académie, Ezeis Academy, pour permettre aux salariés, ça rejoint un peu ce que disait Thierry tout à l'heure, celui qui est opérationnel dans tel secteur puisse se rencontrer et se former aussi à ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire ce rôle de capitanat. Ouais. Il y a plein de raisons en fait à la création de cette Ezeis Academy.
qui intègre maintenant ALS et puis d'autres entreprises, soit qu'on a créé, soit qu'on a racheté. Donc on l'a un peu renommé BCR Academy, mais bon, ça reste quand même la base des EIS Academy. Plein de raisons et deux absolument majeures. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre d'ailleurs sur ces deux-là. La première, c'est que dans nos métiers de service, on travaille avec des hommes et des femmes. Et je crois que comme sur un terrain de rugby, il va y avoir la motivation qui va rentrer en ligne de compte. Voilà. Et enfin, moi, j'ai joué à tout petit niveau au rugby, mais à mon tout petit niveau, c'était déjà indéniable que parfois, tu es un peu moins motivé que l'équipe adverse ou un peu plus motivé pour des raisons qui ne s'expliquent pas toujours. Et tu sors ce qu'on appelle le match de l'année, quoi, parce que tu avais la rage de vaincre, etc., etc. Et cette rage collective, on essaie de créer tous les déterminants qui permettent de la rendre individuelle auprès de tous nos collaborateurs. Et comment tu peux motiver tes collaborateurs? Il suffit juste de créer les conditions qui leur permettront d'évoluer au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que les mecs bossent bien ou mal, si tu leur dis quoi qu'il se passe, en fait, tu n'évolueras jamais, ta condition ne bougera pas. Je pense que ce n'est pas super motivant et donc au travers de cette académie, on développe toutes les conditions pour qu'ils puissent évoluer au sein de l'entreprise et favoriser la promotion interne. Ça, c'était la première des choses. Et puis la deuxième des choses, deuxième facteur clé, c'était de se dire dans les métiers de service, ok, tu es super motivé, c'est bien, mais si finalement tu ne sais pas jouer, la motivation ne fera pas tout. Et c'est là où on va travailler sur toute la partie du savoir-être, du savoir-faire, du comportement, toutes ces choses-là qui permettront à la personne, en plus de ça, de pouvoir s'exprimer au mieux et acquérir toutes les compétences clés pour pouvoir évoluer. Donc, les deux sont très imbriqués entre motivation du collaborateur, les savoir-faire, savoir-être, allez peut-être en troisième, bien sûr, mais ça va de soi, satisfaction client, puisque sans ça, en fait, l'entreprise n'a pas de... En tout cas, peut avoir un avenir, mais qui ne sera pas soutenable dans le temps. Ce qui nous amène là par rapport à ce que vous avez traité, messieurs, à notre troisième et dernière partie qui est l'esprit d'équipe et de cohésion par rapport à ce que disait Benoît là sur ce qu'il développe avec ses entreprises. Un esprit d'équipe, c'est-à-dire que motivation oui, mais s'il n'y a pas la formation / en rugby le talent, il y a un moment donné ça ne va pas suffire. Et l'esprit d'équipe, il est important et c'est essentiel, cette cohésion. On n'est pas tous, vous êtes dans ta carrière, tu n'as pas été ami au sens large et propre du terme avec tous. Par contre, quand tu portais le maillot, il y avait un esprit d'équipe et une cohésion. Alors, ce que les sportifs de haut niveau ont en commun, c'est en général, pour ceux qui sont dans les plus grands clubs, c'est que ce sont des athlètes de haut niveau avec un fort ego, avec, on va dire, une carrière personnelle à gérer. L'enjeu pour un coach, un capitaine, c'est de réussir à les amener tous dans la même direction, avec des intérêts différents, à une temporalité qui est différente, avec des amitiés et aussi des inimitiés. Mais je pense que le socle, effectivement, de l'esprit d'équipe, c'est comprendre ce pourquoi on joue. Moi, le club dans lequel je peux jouer à Toulouse, très rapidement, on te fait comprendre que tu représentes une ville. Les gens te le font comprendre. C'est pas juste un maillot, tu vas pas juste jouer un match, prendre ton salaire. C'est que toute la semaine, les gens, ils te montrent que tu représentes un élément de fierté pour eux. Donc moi, je dis souvent, le poumon économique, c'est Airbus, le cœur de la ville, c'est le Stade Toulousain. Et moi, je l'ai vécu à me retrouver coincé dans un rayon de supermarché avec une mamie qui m'engueulait parce que on n'était pas bon, quoi. Et ça, en fait, ça... Oui, mais ça, c'est quand vous jouiez contre le Stade français. Exactement. En championnat, parce qu'en finale, on gagnait. On revient dessus, on en parlera plus tard. Sauf en 2007, je crois. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, vas-y. Non, donc... et même, moi, j'ai vécu un club qui est quand même assez illustre, donc je ne vais pas faire l'apologie du Stade Toulousain, mais malgré tout, ça reste quand même un exemple aujourd'hui au rugby européen. Mais moi, j'ai vécu une période difficile du Stade Toulousain où on a commencé, moi quand j'arrête ma carrière, on est 12e du championnat. Mais cette période difficile, elle a commencé lorsque les recrutements sont adressés vers des bons joueurs,
d'excellents joueurs, mais qui ne savaient pas l'esprit d'équipe exactement ce qu'ils faisaient dans ce club, ce que ce club représentait. Et le recrutement n'a plus été tout à fait le même. La même chose là dans une entreprise. Ouais, tout pareil, bien sûr. Le recrutement, l'esprit d'équipe, la cohésion. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit l'envie, le talent ne fera pas tout, la formation ne fera pas tout. Voilà. Il va falloir qu'à un moment donné... Il faut qu'il y ait de la cohésion, il faut qu'il y ait de de l'entraide, il faut que tous les services partent entre eux, il faut que le CODIR s'entende, qu'il y ait une bonne ambiance. Je ne leur demande pas d'être les meilleurs amis du monde, mais en tout cas, quand ils revêtent chacun le maillot ESEIS ou le maillot ALS, ou peu importe le maillot, il doit y avoir une union qui se crée dans un but commun qui est celui du développement de l'entreprise. Voilà. Messieurs, pour conclure, on va démarrer par toi d'abord, mon cher Thierry. Si tu devais résumer ce rôle de capitaine, on en a longuement parlé là, vous l'avez très bien défini, mais toi, quand tu l'étais, on a compris que tu étais plutôt un taiseux, on a compris qu'au début, tu as eu du mal, il t'a fallu du temps pour dire « Non, c'est pas à moi de tout garder, je peux transmettre ». Si là, aujourd'hui, tu étais face à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Thierry, je vais être nommé capitaine de telle équipe, donne-moi des conseils », ça serait quoi? Le premier conseil, je dirais de ne pas trop se mettre trop de pression. De rester lui-même, accepter de progresser, mais rester lui-même, c'est très important parce que lorsqu'on joue un rôle, c'est souvent très énergivore, ça dure qu'un temps. Et je vois le rôle du capitaine comme étant une personne qui crée les conditions pour que son équipe s'exprime le mieux possible. Et moi, c'était vraiment mon objectif. J'étais très pointilleux toute la semaine pour que lors du match, les énergies se libèrent, que... Voilà, qu'on joue sans penser, entre guillemets, sans trop penser. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est un artisan des bonnes conditions, de la création des bonnes conditions pour que l'équipe s'exprime au mieux. Que l'équipe s'exprime au mieux, que les entreprises, Benoît, que tu as avec toi, puissent aussi bien se développer au mieux. Tu as, et tu l'as dit tout à l'heure, plusieurs capitaines, les différents directeurs des différents services. Toi, c'est quoi ta notion ta définition de ce rôle-là, quand tu les vois, quand tu parles avec eux, tu les vois comme le capitaine d'une équipe, toi qui adore le sport, donc j'imagine que les similitudes sont assez... C'est des capitaines d'équipe, c'est tous des capitaines d'équipe, c'est tous des conditions de vie qui sont dignes d'un sportif de haut niveau aussi, je pense... tant au DG qu'au DET qu'à tous les autres. Hein. C'est quand même des métiers difficiles, hein, enfin, comme ceux que tu as connus avant dans le sport et ceux que tu connais aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, où il y a de la pression, où il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, tout se mêle, c'est des métiers extrêmement exigeants. Et ce qu'a dit Thierry est, je crois, la bonne définition, créer les conditions de la victoire. C'est bien ça, le rôle du capitaine, créer les conditions de la motivation et les conditions de la victoire. Voilà. Eh bien voilà, en un peu moins de 30 minutes, ils nous auront permis, tous les deux, Thierry Dussautoir, Benoît Crouzatier, le président des ESEIS et ALS, de pouvoir essayer de concevoir pour nous, ensemble, eh bien, ce que doit être, ce que pourrait être un capitaine et son rôle, aussi bien dans l'entreprise que dans le milieu du rugby. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau de Sportif en boîte. On a démarré avec le cercle des poètes disparus au capitaine, mon capitaine. Juste parce que vous savez que ça a inspiré cette phrase de Ronsard, vous voyez, je ne l'ai pas choisi au hasard. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. À bientôt. Europass a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.